Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous allons ensemble commenter les sujets qui font l'actualité avec aujourd'hui Nicolas Corato. Bonjour. Bonjour Valérie. Président fondateur du think tank Place de la République, Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image avec 2G. Bonjour Geneviève. Bonjour Valérie, Arnaud bonjour à Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, et vous êtes l'auteur de ce livre qui s'intitule Le progrès est-il dangereux? Tout à fait d'actualité chez Humain Science. Et Sandra Regol, bonjour Arnaud et bonjour à Sandra Regol. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas entendu, Sandra. Bonjour. Secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Vous allez bien tous? Très bien, et vous Valérie? Très bien aussi, également. On va parler de ce 10e groupe à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale continue de se fractionner. Faut-il une dissolution comme le réclame Jean-Luc Mélenchon? Stop Covid, l'application est prête. Elle passe devant devant l'Assemblée, efficace ou liberticide. Et puis on reparlera quand même du professeur Raoult avec les suites de l'interview d'hier sur LCI. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Donc, on va commencer avec petite tour de table sur vos coups de cœur, vos coups de gueule. Sandra, on commence avec vous, Sandra Regol. Oui, pardon, on faisait un petit test technique, donc je n'ai pas entendu votre question à part mon prénom. Non, c'était votre coup de gueule ou votre coup de cœur. Mon coup de cœur, en fait, c'est un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Ensemble, nous demandons justice », qui est écrit par Marie Toussaint, qui est l'initiatrice de la pétition L'affaire du siècle, qui avait fait plus de 2 millions de personnes, et puis Priscilla Ludowski, qui était l'une des personnes à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. 2 personnes qui réclament la justice sociale et environnementale, et qui prouvent que tous les discours sur les divisions entre les luttes environnementales et les luttes sociales sont factices, puisque ce n'est en fait qu'une seule et même lutte. Et donc j'encourage vraiment tout le monde à lire ce très beau livre de 2 jeunes femmes engagées qui se sont construites toutes seules et qui arrivent à porter beaucoup d'espoir pour demain en cette période. Donc comment s'appelle le livre ? Ça s'appelle « Ensemble, nous demandons justice ». Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit le livre pour ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Arnaud Benedetti, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule puisque la Commission européenne propose de baisser les terres cultivables, le pourcentage de terres cultivables en Europe de 10%, et en même temps préconise un accord de libre-échange avec le Mexique. Alors on voit bien que dans le contexte actuel où la question de la souveraineté, notamment la question de la souveraineté alimentaire, parce qu'on n'a pu qu'à me voir que dans la crise que nous avions traversée, la chaîne alimentaire avait pour le moins tenu en France et en Europe, cette préconisation de la Commission européenne n'augure pas vraiment très bien du nouveau monde qu'on nous annonce, et il y a là bien évidemment une leçon à en tirer. Ça veut dire concrètement que sur le fond, le logiciel de la Commission européenne n'a pas fondamentalement intégré la situation que nous traversions. Et je crois que c'est un enseignement qu'il faut à mon sens retenir pour les mois qui viennent. Oui, une réaction, Sandra, peut-être sur ce sujet. Mais le développement des terres agricoles, c'est quelque chose de primordial. On a vu avec le début de la crise du Covid comme le rapport à l'alimentation comptait. Mais plus que le simple niveau d'accès aux terres, c'est quelles terres et comment est-ce qu'elles sont exploitées. Ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, la Commission européenne peine un peu à faire évoluer la politique agricole commune, puisqu'elle sert aujourd'hui principalement les très gros propriétaires terriens, là où on a besoin d'une agriculture plus proche des territoires, le retour à la consommation vers des AMAP, c'est-à-dire des circuits courts pendant la crise, le recours aussi à l'agriculture bio montre qu'il y a une vraie demande, un vrai questionnement qui va avec celui sur la santé éveillé par le Covid. Donc oui, plus que jamais, l'accession aux terres est importante. Le fait de ne plus
les bétonner et de faire en sorte qu'on développe notre agriculture, donc nos emplois, est important. Je rappelle qu'il y a de ça 30 ans, on était à 4,5 millions de paysans, plus tous les emplois autour. Aujourd'hui, on en est à 450 000 et les prévisions nous disent qu'ils seront bientôt plus que 250 000. Donc à l'époque, on nous dit qu'il n'y a plus d'emplois, c'est important de se recentrer dessus. Nicolas Corato, on parle également d'Europe avec vous. Oui, donc moi je continue sur l'Europe, mais c'est plutôt un coup de cœur. C'est un coup de cœur prudent. Je voulais saluer l'annonce de la Commission européenne, de sa présidente Ursula von der Leyen hier, qui a annoncé un plan de relance de 1 000 milliards d'euros par l'Union européenne. Les États-Unis ont lancé un plan de relance de 2 000 milliards d'euros, mais il faut quand même se réjouir de cette annonce. Pourquoi ? Parce que ce serait la première fois que l'Union européenne irait mutualiser les dettes et irait elle-même emprunter sur les marchés financiers pour relancer des projets sur l'automobile, par exemple, sur la santé, sur les hôpitaux, sur le tourisme. Et c'est un peu ce que voulait Emmanuel Macron et ce que n'avait pas réussi à obtenir François Hollande. Et on peut espérer, enfin, sur ces 1 000 milliards d'euros, 500 milliards d'euros seraient empruntés directement par l'Union européenne, donc qui donnerait directement ces aides aux États, et ce ne seraient pas des prêts à rembourser. Donc ce serait pour la première fois dans la construction européenne, du fait de la crise sanitaire, une aide directe de l'Union européenne aux États sans remboursement, avec derrière l'idée de l'Union européenne également de lever des taxes, notamment sur le carbone, sur les géants du numérique ou sur d'autres choses. On voit que les choses sont en train de bouger en Europe. Il faut être prudent, il faut regarder ça de manière très raisonnée, très raisonnable, mais j'ai l'impression quand même que ça va dans le bon sens et qu'en tout cas il y a une prise de conscience, y compris en Allemagne, qu'on ne peut pas uniquement rester dans le club des pays du Nord et qu'il va falloir à un moment actionner la relance. Et pour actionner la relance, mutualiser aussi les actions de solidarité et donc les dettes. Oui, je ne sais pas si on peut y croire. Il faut être effectivement un petit peu prudent. Geneviève Gotzinger, tout autre chose avec vous. Oui, moi c'est un petit coup de gueule, c'est un petit coup de gueule, mais quand même c'est un coup de gueule. Vous étiez agacée. Un petit agacement contre ce coup de canif qu'a donné le président de la République hier à tous les usages républicains, en fait. Bon, il se déplace dans le Pas-de-Calais, il va chez Valeo pour annoncer son plan de soutien à la filière automobile. Il fait appeler le président de la région Hauts-de-France pour lui dire voilà, je vais chez vous, mais voilà, ne venez pas. Donc ça, c'est vraiment contraire à tous les usages. Ça ne se fait pas, ça ne s'est jamais fait jusque-là. Ça traduit une véritable peur de la part d'Emmanuel Macron de voir Xavier Bertrand apparaître comme un vrai rival, un vrai concurrent potentiel pour 2022. Pourquoi ? Parce que le président des Hauts-de-France a finalement un profil, je dirais un profil à la fois politique et psychologique qui est exactement l'inverse de celui du président de la République actuelle. Emmanuel Macron est très jupitérien, il est très élitiste, très élitaire. Xavier Bertrand apparaît très proche du terrain, très homme concret, très pragmatique. Vous pensez que vraiment c'est la raison qu'Emmanuel Macron a peur de Xavier Bertrand ? Je pense qu'il a peur de lui. Je pense que faire monter actuellement Gérald Darmanin sur des problématiques qui sont incarnées par Xavier Bertrand, qui est un proche de Xavier Bertrand, qui est au départ un proche de Xavier Bertrand, sur des thématiques comme celle de la participation, de l'intéressement, de la hausse des salaires, c'est aussi un autre exemple de cette peur qui est réelle, à mon avis, oui. Mais voilà, la peur, c'est souvent mauvaise conseillère, on le sait. Vous en pensez quoi ? Mais en tout cas, c'est vrai que c'est relativement inédit de ne pas convier quand on se déplace dans une région. C'est quand même un... Alors Arnaud Benedetti, en termes de com. C'est contraire, je suis tout à fait d'accord et je partage, c'est contraire aux usages républicains. Il faut se souvenir qu'il y avait eu une petite passe d'armes lors de la commémoration de Montcornet entre le président de la République, une passe d'armes à Fleury-Moucheté, lors de la commémoration de Montcornet il y a quelques jours entre le président des Hauts-de-France qui avait ostensiblement porté un masque et dont l'entourage avait fait remarquer que le président de la République s'abstenait de cette mesure de précaution. Alors je n'imagine pas un seul instant que l'Élysée ait véritablement
simplement réagi de la sorte au regard de cet événement passé. Mais en l'occurrence, moi je pense qu'en effet, Xavier Bertrand est quelqu'un qui a un profil qui est assez antithétique, en l'occurrence de celui d'Emmanuel Macron, qu'il incarne une droite plutôt sociale, plutôt souverainiste, proche du terrain. C'est un élu local, ce que n'a jamais été de son côté Emmanuel Macron. Mais on peut s'étonner en effet que, en l'occurrence, l'Élysée n'ait pas fait appel au président des Hauts-de-France lors de cette visite. Est-ce que ça traduit une peur? En tout cas, ce qui est clair, c'est une maladresse. Oui, peut-être Valérie, Nicolas Corato, peut-être rappeler qu'au-delà de l'affaire du masque à Montcornet, quand on invoque les usages républicains, il faut se les appliquer à soi-même. Et je rappelle que Xavier Bertrand, la veille de la commémoration de Montcornet, a publié une tribune dans le journal du dimanche qui critiquait, avant même que le discours ait eu lieu, le mode de commémoration et le rappel à De Gaulle que souhaitait faire le président de la République. Ce qui n'était pas, dans les usages républicains, tout à fait correct. Je pense que on a tout à fait le droit de critiquer les discours du président de la République et je pense qu'il faut d'ailleurs le faire sans se gêner. Simplement, il faut peut-être écouter les discours avant de commencer à écrire contre. Donc, en termes d'usage républicain, je trouve qu'il y a un précédent qui va au-delà de l'affaire du masque. Après, je suis d'accord avec Arnaud, c'est une maladresse de la part de l'Élysée, mais c'est une maladresse de plus. On sait que l'Élysée a deux problèmes depuis le début de ce quinquennat. Je ne parle pas des problèmes politiques, mais de forme, c'est le protocole et la communication. Et sur ces deux sujets-là, ils ne sont pas à la hauteur. Oui. Les deux se rejoignent d'ailleurs. Bien sûr. Oui, les deux se rejoignent. Allez, on va marquer une petite pause. Un sujet, vous êtes à l'école. Pas de note en dessous de 10 au partiel de Paris 1. C'était pas prévu, mais c'était mon coup de gueule. Après plusieurs semaines de querelles autour des examens à l'université, le tribunal administratif autorise l'université de Paris 1 à ne pas mettre de notes en dessous de la moyenne. Vous avez 2 minutes pour réfléchir. Je relève les copies tout de suite après la pub. Voilà, c'était mon coup de gueule et je voulais vous faire réagir dessus. On a appris hier donc que l'université de Paris 1 ne noterait pas en dessous de 10 au partiel. Je vais peut-être tout de suite demander au professeur d'université que vous êtes, Arnaud Benedetti. C'est pas l'université, hein, c'est un référé qui a été introduit par l'UNEF, en l'occurrence, qui se basait sur deux motifs, considérant qu'un certain nombre d'étudiants n'avaient pas accès à Internet et que les conditions d'exercice des examens étaient, disons, plus délicates en ligne qu'en présentiel. C'est ce qui a motivé le référé de l'UNEF. Mais moi, je partage totalement votre point de vue. C'est qu'en l'occurrence, c'est un processus qui malheureusement est engagé maintenant depuis un certain nombre d'années, qui tend à déqualifier encore plus les diplômes. Alors, j'ai cru comprendre que un collectif de chercheurs, et je crois d'ailleurs le président de Paris 1, Monsieur Haddad, allait introduire un pourvoi en cassation contre cette décision, et que la ministre de la Recherche, d'ailleurs elle-même, de son côté, soutenait le président de l'université. Mais si on suit la logique qui est celle de l'UNEF, je pense qu'il faudra donner bientôt un doctorat à tout enfant qui naît, c'est-à-dire que finalement, le mécanisme qui est quand même le mécanisme de sélection propre à l'enseignement supérieur n'existera plus. Et vous savez, quand vous corrigez des copies aujourd'hui et que vous voyez quand même le rendu d'un certain nombre de copies, vous posez la question sur les mécanismes de sélection et de filtre qui ont permis parfois à des étudiants d'atteindre un niveau de master. Donc je pense que franchement, cette décision du juge des référés est peut-être compréhensible au point de vue du droit, mais en ce qui concerne la qualité de l'enseignement et du qualité du rendu de cet enseignement, elle est totalement incompréhensible. C'est tout simplement ce que vous dites. Nivellement par le bas. Mais il aurait fallu faire quoi? Annuler ces examens? Non mais les examens, je pense qu'il faut aujourd'hui les examens. Vous savez, je veux dire depuis maintenant 2 mois, les universités ont réussi déjà à assurer dans des conditions qui n'étaient pas simples la continuité pédagogique. Donc ça c'est un premier point. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre solution pour ce qui concerne la tenue des examens que de tout simplement faire des examens en ligne parce que nous n'avons pas d'autre alternative. En l'occurrence,
il me semble que même ces examens en ligne et à domicile, pour ceux qui ont été étudiants il y a 20 ans ou 30 ans, constituent même, disons, des conditions de confort et optimales pour la tenue d'un examen pour des étudiants. Oui, alors Nicolas Corato. La difficulté, Arnaud, je voudrais juste rétablir un point, c'est que la mesure, elle a de non prise en compte des notes en dessous de 10, a été prise par la Commission de la formation et de la vie universitaire, et que c'est contre cette décision que 13 enseignants ont fait une action en référé devant le tribunal administratif, que le juge administratif a refusé et a repoussé au motif principalement qu'il apparaîtrait, moi je ne sais pas, c'est vous qui êtes enseignant dans cette université, que seuls 73% des étudiants disposeraient d'un équipement informatique personnel. Et on revoit un sujet qu'il ne faut pas mettre à l'écart, et que la crise du Covid a révélé, qui est aussi la question de la fracture numérique, y compris chez les étudiants. Je signale simplement que on parle beaucoup de cette mesure à Paris. Si vous regardez ce qui se passe dans les collèges, par exemple, pour l'orientation, vous savez qu'on ne prendra pas en compte les notes du 3e trimestre dans toute la France pour les élèves de 3e qui s'orientent en seconde pour la sélection de leur lycée, parce que justement là aussi, le même ministère de l'Éducation nationale qui veut se pourvoir en cassation contre la décision du comité de formation de Paris 1 considère qu'il n'y a pas d'égalité de traitement entre des élèves qui avaient les moyens de suivre les cours à distance depuis chez eux dans des conditions acceptables et puis d'autres qui n'avaient pas les moyens de suivre les cours. Donc je pense que j'entends moi la réflexion sur le mouvement, la tendance, la philosophie. Je pense aussi que là on est sur une situation d'urgence à traiter et qu'il faut à mon avis à tout prix garantir une forme d'égalité entre les étudiants. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution qui soit, mais je dis qu'il faut prendre... Je me pose quand même, Nicolas, la question sur quand même l'accès à Internet. J'émets moi des plus grandes réserves sur les chiffres qui sont annoncés. Vous savez, Arnaud, ce qui est arrivé notamment, c'est que vous avez des foyers où il y a un accès à Internet pour 5 ou 6 personnes. Comment est-ce que vous voulez faire un partiel pendant 5 heures quand votre père doit utiliser l'appareil pour télétravailler? Non, mais il y a des sujets comme ça qui se sont posés et qui ne sont pas des sujets mineurs. Et je ne les pas les minorer. C'est pas. Alors attendez, on va. Je ne le dis pas, mais il y a quand même une tendance aujourd'hui qui est une tendance de fond à, malgré tout, à abaisser le seuil des critères en termes d'évaluation dans un certain nombre de matières. Et donc, il ne faudrait pas que cet événement fâcheux que l'on rencontre renforce cette tendance-là. Je crois que c'est un service à rendre ni aux étudiants et bien évidemment encore moins à l'université. Mais vous voyez, je voudrais qu'on entende Sandra. On a bien annulé les examens de bac cette année. C'est pas très étonnant que ça se poursuive à la fac. On va y arriver. Allez, non, mais quand parfois il y a des débats, voilà, entre deux personnes qui se mettent en place, Sandra et puis Geneviève Götzinger sur ce sujet. Sandra Rogol. Je rejoins. Je comprends votre étonnement, Valérie, Arnaud, cette peur qu'on dévalue un peu les diplômes, mais on est, comme le rappelait Nicolas Corato, dans une situation exceptionnelle. Et à situation exceptionnelle et historique, il n'y a pas vraiment de bonne solution. On ne peut pas juste considérer qu'on va faire comme si une partie des résultats suffisait et comme si les étudiants avaient eu accès à l'intégralité des cours auxquels ils ont et elles ont droit. Donc il fallait prendre une décision. Celle-ci, comme une autre, n'est certes pas parfaite, mais elle permet effectivement d'aider à lutter contre la fracture numérique. Si vous avez discuté un peu, et je suis sûre que vous en avez reçu, Valérie, avec des enseignants, des professeurs, ils vous auront parlé de la difficulté qu'ils ont à maintenir un lien avec des élèves qui étaient déjà en situation de décrochage ou qui deviennent, du fait du confinement, en situation de décrochage. Il y a quelque chose d'absurde quand même à mettre cette note de 10 sur 20, à mettre cette note de 10 sur 20. Autant annuler ou ne pas faire d'examen. Qu'est-ce que ça va changer, Geneviève Götzinger? Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. C'est proprement démagogique et effectivement, ça s'inscrit dans cette tendance déjà sur le long cours. Mais quelle solution alors proposer? Moi, je veux bien qu'on considère que c'est une mauvaise solution. Non, mais en plus, c'est une université. Donc, une université qui décide ça, pas toutes les universités. Donc, ça pose aussi quand même un problème de cohérence entre les diplômes décernés par l'ensemble des universités au niveau national. Donc, tout ça fait que pour moi, c'est quelque chose de totalement absurde et démagogique. Non, mais j'ai pas de solution. Non, il n'y a pas de solution. C'est qu'on n'a pas d'autre solution.
10e groupe à l'Assemblée nationale, faut-il une dissolution? Allez, on pose la question. 0826 300 300, tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 10e groupe à l'Assemblée nationale, donc une Assemblée nationale qui continue de se fractionner. Jean-Luc Mélenchon réclame une dissolution. Et c'est selon lui aujourd'hui une Assemblée nationale qui ressemble au radeau de la Méduse. Que faut-il en penser effectivement de tous ces groupes de ces députés qui se désolidarisent de la République en marche? Geneviève Gotzinger. Alors, certains se désolidarisent, d'autres se reconstituent dans la majorité. Le 10e groupe, il est clairement avec Agir dans la majorité présidentielle. Après, est-ce qu'il faut une dissolution? C'est évidemment pas à nous de le décider, ça appartiendra au président de la République. A priori, il a une majorité pour gouverner. Oui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il va avoir besoin de se relégitimer. Il a été élu, Emmanuel Macron, sur une promesse qui était une promesse d'ouverture, de déplacement des clivages, mais une promesse aussi assez libérale. A priori, il va se réinventer aujourd'hui sur une ligne politique passablement différente, qui va être plus souverainiste, même si c'est un souverainisme européen, qui va être plus étatiste. On voit un petit peu l'évolution de sa ligne politique. Donc à partir de là, il a un besoin de se relégitimer personnellement et de relégitimer sa ligne politique auprès des Français. Alors ça peut passer effectivement par une dissolution, ça peut passer par un référendum. La dissolution aurait l'avantage, de mon point de vue, pour lui, de le placer vraisemblablement, eu égard à sa faiblesse politique actuellement, en situation de cohabitation et de lui permettre éventuellement de rebondir ensuite dans la perspective de 2022. En tout cas, s'il dissout, ça sera dans ce schéma-là intellectuel qui se placera. Oui. Qui veut... Sandra Rogol. Oui, ça traduit surtout l'absence de ligne politique commune à ce mouvement En Marche, où on avait en même temps des gens de droite et en même temps des gens de gauche. Et quand on rentre dans le dur du sujet, quand il faut rendre des comptes aux citoyens et aux citoyennes de sa circonscription, eh bien, beaucoup de députés semblent s'apercevoir qu'il y a un schisme entre l'engagement qu'ils et elles avaient pris et la réalité des choses. Donc, il y a division. Il y a les divisions déjà visibles, et puis il y a toutes celles qui restent à l'intérieur de la majorité, où on sait, où on voit, où on entend les prises de position de certaines députés qui disent non à ce qui est décidé par le gouvernement. Mais oui, effectivement, malgré les départs, le groupe En Marche continue à avoir une large majorité, une majorité à droite, j'ai envie de dire, et je ne sais pas si ça crée un schisme politique ou si Emmanuel Macron doit revoir sa majorité. Ce qui est certain, c'est que la tendance de plus en plus à droite, très incarnée par le camp d'Édouard Philippe, qui est en train de prendre le lead sur les décisions, fait partir une partie de la majorité. Je ne sais pas ce qu'il restera de cette majorité bientôt. Moi, je ne suis pas comme les écologistes, je ne suis pas très fan des promotions de la dissolution à chaque nouvelle étape ou à chaque nouveau feuilleton de la vie démocratique. Je pense que les Français ont voté et qu'il faut travailler avec ça, mais il y a quand même une réalité qui se révèle derrière, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont signé pour un contrat qui n'est pas le contrat dans les faits et donc décident de s'en aller, c'est plutôt sain. Après, on attend de ces groupes-là qu'ils prennent position réellement et qu'ils agissent, c'est-à-dire d'être des aiguillons du travail de la majorité et qui sont en capacité de travailler avec les autres groupes d'opposition pour faire bouger cette majorité qui est prisonnière de son ultra-majorité. Parce qu'en fait, comme ils sont trop nombreux, j'ai envie de dire, ils sont incapables d'avoir une espèce de critique ou contestation interne. Dernier exemple, et j'en termine là. Ce député qui est condamné pour harcèlement sexuel sur une de ses ex-attachés parlementaires Monsieur et qui n'est même pas mis à pied par son groupe. Oui, Monsieur Trompille, effectivement, on en a parlé hier. Oui, qui est absolument, effectivement, il y avait un tweet hier qui disait une plainte pour harcèlement, c'est au bout de combien on a un blâme. Effectivement, on se demande pourquoi il n'y a pas de réaction. Valérie, on est au-delà de la plainte. Oui. Arnaud Benedetti, comment tous ces groupes, cette balkanisation de la République en marche, c'est une épine dans le pied pour le président de la République? De deux choses l'une. Il y a une hypothèse qui est favorable pour lui, c'est de montrer que finalement c'est lui qui anime la diversité du débat politique. Il a une aile gauche avec un groupe parlementaire qui s'est récemment constitué, un groupe central à l'intérieur du groupe majoritaire républicain
République En Marche une aile droite, donc il peut apparaître en l'occurrence comme l'arbitre du jeu entre ces différentes tendances. Ça c'est, disons, l'hypothèse optimiste. La réalité, c'est que ça traduit, au bout de 3 ans de mandat et après des crises successives que l'on a pu connaître, la crise des Gilets jaunes il y a plus d'1 an, aujourd'hui la crise sanitaire, les doutes existentiels qui sont en train de traverser la majorité. Alors, quand même, sur le plan arithmétique, ça a été rappelé par plusieurs d'entre nous, le président de la République bénéficie de toute façon d'une majorité qui reste confortable, notamment entre autres avec l'apport du MoDem et le poids politique indéniablement grandissant de François Bayrou dans cette nouvelle conjoncture parlementaire. Moi je pense que quand même l'hypothèse la plus probable, je ne crois pas trop à l'hypothèse de la dissolution parce que c'est toujours une hypothèse dont on sait qu'elle est extrêmement compliquée et extrêmement risquée. Alors on peut imaginer en effet que c'est un facteur pour lui de relégitimation dans un contexte de cohabitation éventuelle, mais je crois véritablement que l'arme qui sera utilisée et qui semble aujourd'hui se dégager, si l'on en croit un certain nombre d'observateurs et de bruits qui courent en ce moment, c'est plutôt un remaniement. Un remaniement. Alors le remaniement, c'est avec qui et sur quelle ligne politique. S'agira-t-il d'une ligne politique plus sociale, plus souverainiste? On peut comprendre dans ce cas-là les offres de services à peine dissimulées de Gérald Darmanin il y a quelques jours dans le journal du dimanche. Le problème quand même qui va être celui du président de la République, ça va être celui d'arbitrer entre une fraction de sa majorité qui vient de la gauche et finalement un socle électoral qui s'est droitisé au fur et à mesure du mandat. Les dernières élections européennes de ce point de vue, ça nous paraît lointain aujourd'hui, mais enfin c'était, je le rappelle, il y a à peine 1 an, ont montré que ce socle électoral était plutôt à droite. Donc comment va-t-il arbitrer? C'est la question à laquelle on va avoir une réponse, je pense, prochainement, mais je ne crois pas à l'hypothèse de la dissolution dans l'immédiat. La dissolution, pourtant ce serait une manière peut-être de sortir de la crise, non? Nicolas Corato? Oui, c'est toujours plus compliqué fort et plus symbolique qu'un remaniement. Maintenant, c'est pas sans risque non plus. Oui, c'est pas sans risque. Après, il y a une difficulté, c'est que tout dépend de la sincérité du président de la République quand il a annoncé qu'il changerait, y compris son propre logiciel. Si vraiment il change de logiciel, s'il se réinvente lui-même, nécessairement, ça pose la question de retourner devant les électeurs, puisque son socle, dont parlait très bien Arnaud, a voté pour un programme que jusqu'à présent il a mis en place et qui n'a rien à voir avec la remise en question qu'il semble envisager. On imagine mal Emmanuel Macron continuer à gouverner, imaginons, soyons fous, faire une politique non plus de l'offre mais de la demande et sociale plutôt que capitaliste et ne pas repasser devant les urnes. Enfin, s'il change complètement de logiciel. Donc ça met en cause quand même la sincérité de son revirement ou de son changement d'état d'esprit. Mais si véritablement il compte le mettre en œuvre, la dissolution paraît quasiment envisageable, en tout cas indispensable. Ouais. Après, sur la situation des groupes, moi je rappelle juste que tous ces groupes qui se sont constitués, les 2 groupes à droite et à gauche qui se sont constitués ces derniers jours, ont chacun dit qu'il restait dans la majorité présidentielle. Oui, mais enfin, c'est quand même un malaise. Il y a quand même un malaise. Pourquoi est-ce qu'on quitte le groupe en restant dans la majorité? C'est un signal quand même qui est envoyé au président. Il y a du marketing politique, il y a des gens qui veulent se placer, des gens qui imaginent qu'ils pèseront plus à la marge dans des petits groupes que noyés dans un groupe de plus de 300 députés. Dire aussi que ce qui est inhabituel, c'est pas qu'on ait 10 groupes à l'Assemblée, c'est qu'on ait un groupe majoritaire de plus de 300 députés. Ça, c'est quasiment jamais vu. Et c'est, il faut le dire, ingérable. C'est ingérable politiquement, c'est ingérable humainement, c'est ingérable administrativement. Et peut-être que d'une certaine manière, ils gagneront en souplesse à être éparpillés dans différents groupes. Voilà, je pense qu'ils gagneront certainement, comme ils aiment bien le dire, en agilité. Donc on n'est pas dans quelque chose de complètement inhabituel. On sait depuis le début que ce groupe est ingouvernable. Et on l'a vu d'ailleurs, les députés ont du mal à s'en extraire, a du mal à exister.
ont du mal à exister, y compris dans les médias. Finalement, combien est-ce que de nouveaux parlementaires nous connaissons depuis 2017? C'est assez intéressant de voir qu'il y a assez peu de parlementaires qui sont sortis dans les médias ou dans l'opinion publique. Donc on est dans quelque chose d'assez naturel à mi-quinquennat. Oui. C'est parce que c'est aussi un groupe qui n'est pas tenu, c'est aussi un groupe qui n'est pas dirigé, c'est un groupe qui est mal animé. Et c'est un parti qui n'existe pas aussi, c'est un parti qui n'est pas tenu, c'est un parti qui n'est pas incarné, qui n'est incarné que par Emmanuel Macron, qui n'est évidemment pas le président. Donc à partir de là, c'est logique aussi qu'il y ait cet éclatement, et ce ressenti et ces ressentiments internes. Oui, absolument. On va marquer une pause et on va se retrouver dans un tout petit instant pour parler de cette application Stop Covid qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est enfin prête, alors que le Covid est en train de disparaître. Mais il n'en reste pas moins que ça pose un problème sur les libertés. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff qui recevra le professeur Didier Raoult. Alors, je voulais qu'on revienne sur cette application Stop Covid qui a suscité déjà beaucoup de réactions. Cette semaine, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, a donné son feu vert. Elle estime que Stop Covid, donc cette application, respecte la législation relative à la vie privée. Vous le savez, il s'agit de retracer les personnes quand vous êtes diagnostiqué Covid, de diagnostiquer les personnes qui ont été en contact avec vous. Donc c'est une nouvelle application, une nouvelle technologie qui pose la question effectivement de la liberté, qui pose la question de la vie privée. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? C'est problématique déjà. C'est problématique déjà parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique qu'une telle application puisse aider à bien lutter contre... En Asie, ça a fonctionné, non? Pardon de vous interrompre. Alors en fait, pour que ça fonctionne, il faudrait qu'il y ait une majorité de la population qui l'utilise. À Singapour, où ça a été développé, on atteint à peine 20% de la population qui l'utilise et pas d'effet vraiment notoire. En revanche, les effets notoires qui sont relevés, c'est la collecte d'informations sur la vie privée des personnes et qui est problématique et qui peut faire jurisprudence et permettre de développer plus d'applications de ce type pour collecter encore plus de données sur nous. Vous savez que beaucoup d'utilisateurs, d'utilisatrices de messageries dites gratuites ont en fait leurs données qui sont revendues et qui sont utilisées pas à leur insu, puisqu'on signe des conditions générales d'utilisation, mais qu'on ne lit pas en général. En tout cas, sans savoir exactement comment c'est utilisé. Et donc, tout ceci pose un grand problème sur l'usage, parce qu'il n'est pas utile, c'est-à-dire que au lieu d'avoir agi en prévention pour prévenir la mortalité, la survie, la santé des Françaises et des Français, on ne l'a pas vu arriver du jour au lendemain, l'épidémie de coronavirus. Elle était déjà dans d'autres pays depuis longtemps. Je rappelle que l'épidémie surgit fin novembre, début décembre pour les premiers cas, que l'OMS lance des alertes début janvier, etc. etc. Donc, on balance sur la technologie ce qu'on refuse de faire politiquement. Et moi, en tant que politique, ça me pose problème parce que notre devoir, c'est de prendre soin de la population, d'être en capacité de répondre à ses besoins, à ses attentes, à ses questionnements. Et que là, il y a un défaussement, encore une fois, du politique vers une application technique qui ne répond pas aux besoins de prévention et de prise en charge. Mais alors pourquoi on fait ça? Enfin, peut-être un petit tour de table vous répondrez. Pourquoi mettre en place une application qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'il faut faire quelque chose qui a de l'affichage? On ne sait pas si elle fonctionne pas ou pas, mais effectivement, comme le dit Sandra, il faudrait qu'une majorité de la population y adhère et charge cette application sur son téléphone mobile pour que ça fonctionne. Alors, d'ores et déjà, la moitié des Français, ils sont défavorables. Ensuite, ça implique d'être en Bluetooth de manière permanente. Donc là encore, votre batterie se lie dans l'espace de quelques heures. Mais au-delà de ça, la question de l'efficacité est donc prouvée, mais au-delà de ça, c'est la question du modèle de société dans lequel on veut vivre qui se pose à terme. Ces mesures d'exception permanentes qui pour l'instant sont vraiment présentées comme des mesures d'exception très contrôlées, très datées dans le temps, effectivement sur la base du volontariat, finalement au fur et à mesure, ça a fait rentrer dans nos têtes, dans notre esprit, l'idée que on peut s'habituer progressivement
avoir une forme de tolérance de plus en plus grande à des mesures d'exception, à nos libertés et à ce qui constitue le fondement de notre société. Et ça me gêne profondément. Alors, ce qu'on accepte aujourd'hui pour une pandémie, pourquoi est-ce qu'on l'accepterait pas demain pour lutter contre le terrorisme ou dans d'autres cas? Et finalement, on évolue progressivement vers une société très différente. Et pour moi, les conséquences lourdes, elles sont plutôt là. Ouais. Oui, moi, Arnaud Benedetti. Moi, je partage ce qui vient d'être dit, c'est que à petits pas, à bas bruit, nous rentrons dans une société de surveillance. Alors, on voit bien la motivation de ce type d'application. C'est bien évidemment l'enjeu sanitaire qui détermine la mise en œuvre de ce type d'application. Alors, fort heureusement, cette application est basée sur le consentement, mais en l'occurrence, ça traduit quand même le fond. Si vous voulez, il n'y a plus tellement de critiques aujourd'hui. Je pense que dans le débat politique, ça manque sur l'évolution du système technicien. Moi, il y a un grand penseur qui s'appelait Jacques Ellul, qui dans les années 60-70 a écrit des livres et des articles qui étaient extrêmement intéressants sur le développement de la société technicienne, qui était une société où le contrôle de la vie des individus, finalement, devenait la priorité politique au détriment de la liberté. Et c'est vrai que la séquence que l'on a vécue, qui est une séquence exceptionnelle, j'en suis tout à fait conscient, est quand même une séquence où on a vu, malgré tout, se mettre en place progressivement par la communication, par un certain nombre de mesures, une sorte de gouvernement des conduites individuelles qui doit quand même nous faire réfléchir sur le sens de la société dans laquelle nous voulons vivre. Et les applications techniques, indéniablement, aujourd'hui, au-delà de l'aspect de commercialisation, qui est réel et qui pose problème, je veux dire, sont pour un certain nombre d'entre elles des applications qui mettent sous contrôle notre vie privée, la trace. Et donc, vous savez, il y a quand même un principe de base dans une société démocratique, c'est la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle et la vie publique et la vie sociale. Et ce principe, quand même, il est tous les jours un peu plus mise à mal, et cette application, d'une certaine manière, est une illustration parmi d'autres de cette évolution de nos sociétés. Oui, Nicolas Corato. Oui, moi j'ai l'impression, je rejoins un peu l'avis des trois autres participants, j'ai l'impression qu'on est face à un gadget politique. C'est pas du tout, on n'est pas en Corée du Sud où l'outil a été massivement utilisé. Là, on voit bien qu'on est à la fin d'un processus politique, un gouvernement qui n'a pas mis en place les bons outils au bon moment pour répondre à la crise, trop souvent, et qui là essaye de se rattraper avec un coût technologique qui ressemble plus à un coup de com' qu'à un coût sanitaire. C'est en gros, la Startup Nation ne sait pas fabriquer de masques, mais elle met tout notre avenir dans les mains d'une application qui va être téléchargée par 5% de la population. Joli. Voilà. Ouais, c'est pas mal. J'essaye. Elle est pas mal. Et je rejoins le discours sur la liberté qui me semble absolument majeur et qui n'est pas assez porté, je trouve, aujourd'hui dans la société civile et dans le débat public, parce que c'est ça qui est au cœur de cette problématique. La CNIL, d'ailleurs, vous avez raison, rend un avis positif, mais émet beaucoup de réserves et notamment exige que la loi permette aux citoyens qui utiliseront l'application d'avoir accès aux données et de pouvoir demander la destruction des données. Parce qu'en fait, le vrai sujet, ce sont les données, c'est leur utilisation ou leur réutilisation, par qui, selon quelle procédure, et surtout notre capacité en tant que citoyen à faire effacer les traces de notre utilisation de cette application. Donc il y a quand même un sujet de liberté majeur au centre de ce qui pourrait passer pour un gadget, qui ramène effectivement à un courant politique qui a une foi immodérée en la technologie et pas assez en l'humain. Et je rappelle juste que si on arrive à sortir de cette crise sanitaire, ce sera excessivement grâce aux humains, grâce au système D et grâce à l'engagement de toute une nation, plutôt que grâce à la technologie et par ailleurs effectivement au discours politique. Oui. Le vrai sujet, c'est le degré d'acceptabilité qui va croissant. Le degré d'acceptabilité qui va croissant de mesures dérogatoires à nos libertés. Bien sûr. Oui, mais pour
pour revenir sur ce sujet, quand on est sur des applications WhatsApp, Facebook et compagnie, on est espionné. Je pense que ça vous est tous arrivé. Ça m'est arrivé hier à 2 reprises d'avoir une discussion sur un sujet, l'un sur les vélos électriques, ça va vous faire plaisir Sandra, et je reçois une pub sur Instagram pour des vélos électriques, et l'autre vous allez me dire ça va, bon, ça peut être un hasard, et l'autre beaucoup plus précis avec une personne qui me parlait de bas de contention, ce qui est donc un sujet extrêmement pointu, où j'ai reçu des pubs sur les bas de contention. Donc je me dis, c'est assez effrayant quand même. Imaginez la même chose avec des données médicales. C'est déjà un débat qui a cours, notamment parce que les assurances veulent obtenir beaucoup d'informations à travers nos échanges mails, etc. En fait, la boîte de Pandore qu'on ouvre en permettant une application de ce type, c'est-à-dire en la légalisant, en prétendant que c'est transparent et que les données seront effacées, c'est un danger colossal. Ça ne paraît rien aujourd'hui. Mais ce qu'on peut faire de vos données, comment est-ce qu'on peut les retourner contre vous pour vous interdire parce que vous avez eu une discussion sur les bas de contention et qu'on estime que vos risques cardiovasculaires sont trop élevés, on décide de vous supprimer le droit à un prêt alors que vous devez acheter, je ne sais pas, une maison, une voiture, je n'en sais rien. Mais en fait, les répercussions sont énormes. Et surtout, j'insiste, et ça a été dit notamment par Nicolas Corato, mais on ne peut pas substituer comme ça la technologie aux politiques. On ne peut pas faire semblant qu'il n'y avait que 5000 lits de réanimation au début de la crise, alors que tous les spécialistes, tous les épidémiologistes disaient depuis le début, la France a les capacités techniques, scientifiques de traiter, mais uniquement s'il n'y a pas plus de 5000 personnes malades en même temps, et ceci sans compter les gens qui sont traités pour un cancer, pour une maladie longue, qui sont en fin de vie, etc. En fait, on ne peut pas faire semblant avec une mesure d'affichage que l'on a agi comme il le fallait, quand on a oublié l'aspect humain dans le traitement d'une crise sanitaire. Et là, vous parlez du passé, on espère juste que l'avenir, les choses, pardon de vous interrompre, que les choses vont changer à l'avenir, et beaucoup de médecins sont inquiets sur le fait qu'on retourne à la situation du nombre de lits disponibles. On est en train de fermer des lits dans de très nombreux services, donc les discours, la réalité, elle est visiblement très très différente dans de très nombreux hôpitaux. Une réaction à ce que vient... Oui. On se souviendra d'ailleurs qu'au plus fort de la crise à Strasbourg, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce directeur d'hôpital qui avait fait passer une note de service alors que les lits étaient saturés, annonçant une nouvelle décrue, une nouvelle mesure budgétaire pour faire baisser le nombre de lits. Donc la machine de gestion comptable et purement comptable de notre système de santé, elle n'a pas disparu avec le Covid, elle a été simplement mise à l'arrêt. On a laissé les médecins travailler, on a mis les comptables de côté, mais il est hors de question qu'ils laissent leur place. Et on va bien voir, notamment avec le Ségur, ce sujet revenir, mais par la grande porte. Et la question, c'est quels moyens nous voulons et quelle solidarité nationale nous voulons pour faire fonctionner notre système de santé. Petit dernier point pour rebondir sur vos propos, Nicolas, mais on nous a expliqué que toutes ces mesures étaient des mesures d'économie, c'est-à-dire que ça allait nous permettre d'économiser l'argent des Français. La réalité, c'est que ces mesures dites d'économie nous ont coûté des dizaines de milliers de vies et nous ont coûté aussi en argent parce qu'il a fallu investir massivement à des moments où les marchés étaient tendus sur des produits, sur des lits, sur du matériel. Et en fait, ça nous a coûté les conséquences d'un déconfinement total. Et ça nous a coûté l'arrêt de l'économie. Le déconfinement, à l'arrêt de l'économie de mois. Je finis juste. Conséquences économiques et sociales à venir. Je finis juste sur le fait que prétendre économiser sur la santé, sur l'éducation, sur tous les secteurs prioritaires, sur l'alimentation, c'est en fait hypothéquer l'avenir et c'est faire prendre des risques économiques, collectifs, de santé, alimentaire, tout ce que vous voulez, à l'intégralité de la population. Ce système-là qui nous ment en nous disant, quand nous supprimons certains de vos droits, nous vous faisons gagner de l'argent, il a montré qu'il était un mensonge intégral et c'est ce que dénoncent les soignants et c'est ce qui doit cesser
après cette crise et dès à présent. Bon, il nous reste très peu de temps. On n'a évidemment pas trop le temps d'aborder le sujet, vaste sujet qui concerne le professeur Raoult, qui sera reçu dans un instant par André Berkoff. Est-ce que les uns et les autres, vous avez regardé son interview hier? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que on est dans un débat complètement dingue? Le débat scientifique et le débat médical est devenu aujourd'hui un débat exclusivement politique. C'est tout à fait révélateur de la passion française pour la politique, d'une certaine manière. Mais ceux qui pensent que Didier Raoult a des ambitions politiques, je pense, se trompent. Je crois qu'il est véritablement d'abord un chercheur, un scientifique. Alors on a le droit de ne pas être d'accord avec lui ou de soutenir ses préconisations. Mais fondamentalement, je pense qu'il est lui-même aujourd'hui peut-être happé par le système dans lequel il est rentré en termes de communication. Et il est lui aussi d'une certaine façon un peu dépassé par la machine qu'il a lancée, même si je pense qu'il a vraisemblablement transgressé les canons de la communication scientifique et qu'il a peut-être bien fait de le faire parce qu'au moins comme ça l'opinion publique a appris ce que c'était qu'une controverse scientifique en l'occurrence, mais il est aussi victime de son succès aussi d'une certaine manière. Rapidement, petit tour de table, Sandra. Il est quand même, vous dites Arnaud qu'il n'a pas d'ambition politique, mais c'est quand même lui qui fait le choix de participer au mouvement politique que lance Michel Onfray, un mouvement souverainiste, en assumant des positions qui se revendiquent aussi de certaines positions. Oui, mais vous savez, Sandra, il écrivait déjà, on a oublié, mais il écrivait déjà dans le point, et quelqu'un qui déjà avait une prise de parole publique sur d'autres sujets bien avant que sa figure apparaisse dans le grand public. Il a été chroniqueur dans le point pendant de très nombreuses années. Alors, rapidement, très rapidement, oui. Il a tous les codes du politique, même s'il ne fait pas de politique. Après, c'est vraiment le paroxysme du populisme aujourd'hui dans sa manière de s'exprimer, Didier Raoult. Il est quand même hissé à la 2e place aujourd'hui dans les sondages des personnalités politiques préférées des Français, même s'il ne fera pas de politique, dans un pays où on est très sensible aux théories du complot. Et il illustre bien toute cette théorie du complot pour moi, voilà. Le seul contre tous, le victime des élites, le provincial contre Paris. Et après, il a été aidé évidemment par toutes les défaillances de l'exécutif en matière de masques, en matière de réanimation, en matière de tout. Rapidement, Nicolas. Mais je trouve que c'est un excellent exemple on en parlait pour l'application Stop Covid, de notre foi immodérée en la science. C'est-à-dire que je crois que tous les Français ont découvert pendant le Covid qu'il n'y avait rien de plus inexact qu'une science comme la médecine. Et après tout, heureusement peut-être. Sauf que ça aurait dû peut-être rester dans le milieu scientifique, comme ça se fait habituellement dans les discussions entre scientifiques. Écoutez, on va suivre l'interview d'André Berkoff avec beaucoup d'intérêt. André Berkoff qui reçoit le professeur Raoult dans un instant. Merci à tous les 4, c'était très intéressant. On se retrouve nous demain pour d'autres débats, d'autres informations. À demain et très bonne journée sur Sud Radio.